Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. On a pas mal d'actualités très variées cette semaine-ci. On a YouTube qui continue sa guerre sur les bloqueurs de pubs, mais surtout les applications tierces qui pourraient bloquer les pubs. Nous avons aussi des news au niveau IA, nous avons des news au niveau robot avec Boston Dynamics qui a montré un nouveau robot qui est un petit peu effrayant, mais pas aussi prometteur. Nous avons aussi des news au niveau hardware, notamment avec Intel qui a sorti un nouveau driver pour encore plus booster les performances des Intel Arc et plein d'autres news en tout genre. Vous avez une table de matière dans la description. Sautez vers le sujet qui vous intéresse le plus et commençons tout de suite. Vous avez besoin d'un chargeur pratique mais qui a du style, parce que peut-être il est visible sur votre bureau. Eh bien Ugreen, qui sponsorise ce début de vidéo, a la solution pour vous. Les Ugreen Robot Chargeurs, disponibles en deux couleurs, vous avez un gris foncé ainsi qu'un violet, sont premièrement très mignons avec leur visage qui s'illumine quand vous branchez quelque chose, sans parler de leur petite botte qui permet de protéger la prise, mais ils sont aussi tout aussi pratiques qu'ils sont stylés. Parce que déjà l'écran d'affichage mignon avec la tête permet aussi d'afficher tout simplement le statut de chargement. Donc vous avez un visage pour s'il n'y a rien de branché, un visage si quelque chose est en train de charger, et un autre visage s'il a fini de charger. Comme ça, vous pouvez savoir si votre appareil, votre téléphone a fini de charger sans même le regarder. En plus de ça, c'est des chargeurs 65 watts. Vous pouvez par exemple charger un MacBook Air jusqu'à 51% en même pas 30 minutes. Vous pouvez aussi sans problème recharger un téléphone, votre tablette ainsi qu'une smartwatch, parce qu'il a deux ports USB type C ainsi qu'un port USB type A. Et évidemment, ils utilisent du nitrure de gallium pour une charge sécurisée, très compacte, parce que ces chargeurs sont vraiment petits, et qui évite toute surchauffe. Donc non seulement ces chargeurs sont beaux, pratiques, mais en plus ils sont petits et faciles à transporter. Ils sont donc selon moi parfaits pour quelqu'un qui ne peut pas vraiment cacher son chargeur et qui a envie de quelque chose de stylé et qui a aussi un petit côté pratique avec l'écran d'affichage. Découvrez-les dès maintenant en suivant le lien dans la description et encore un merci Ugreen d'avoir sponsorisé ce début de vidéo. Alors, déjà la première news de la semaine, c'est que c'est le Texama Show normalement numéro 300. Nous avons fait 300 Texama Show. Déjà un grand merci à tous ceux qui regardent les Texama Show, que ce soit depuis juste un Texama Show ou depuis même 300. Si d'ailleurs vous avez regardé réellement les 300 Texama Show, peut-être pas entièrement, c'est pas grave si vous avez juste regardé les news qui vous intéressent, mais est-ce qu'il y a des personnes qui ont regardé les 300 Texama Show? Si oui, dites-le dans les commentaires. Et à mon avis, la moitié des gens qui vont le dire dans les commentaires auront vraiment regardé et l'autre moitié seront complètement mythos. Et c'est pas grave. Bref, merci à tous d'avoir regardé le Texama Show. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour ce 300e Texama Show? Pour ceux qui se demandent, pas vraiment. Je continue de toujours essayer un petit peu améliorer petit à petit les Texama Show, avoir un peu plus de news variées tout en restant logique, essayer d'avoir un maximum de news en un minimum de temps. Donc ça, je continue mes objectifs là-dessus. Et les Texama Show resteront toujours comme ça, il n'y a pas de problème. Et je vise toujours un temps à peu près de... Bon, ça dépend, mais en général, je vise 30-40 minutes pour un Texama Show. Peut-être que dans le futur, je pourrais faire un truc d'actualité très condensé, mais j'aime pas trop ça personnellement. J'aime pas trop les vidéos YouTube où c'est tellement rapide, on n'a même pas le temps d'emmagasiner les informations, c'est juste, on est déjà à la prochaine information. J'aime pas trop ça. Je préfère être chill, présenter, donner mon avis, et du coup... lancer un petit peu le débat aussi sur certaines news, c'est beaucoup plus intéressant. Dans tous les cas, merci à tous d'avoir regardé le Texama Show. Commençons réellement les actualités de la semaine, du coup. La première grosse news de la semaine, c'est le fait que YouTube continue sa guerre sur les bloqueurs de pubs et toute autre application qui pourrait bloquer les pubs. Par exemple, par le passé, on avait évidemment YouTube Vinst qui s'est fait supprimer du Play Store et aussi les développeurs ont arrêté de développer parce que ils ont été menacés au niveau juridique. Il y a toutefois des gens qui ont repris du coup le code de YouTube Vince pour faire une nouvelle version que vous pouvez techniquement installer, mais c'est pas sur le Play Store bien sûr. Vous avez aussi du coup ici le disent NewPipe qui est un lecteur du coup YouTube, un player YouTube pour lire des vidéos YouTube qui a été fait depuis rien, qui est beaucoup plus léger et tout ça et qui évidemment arrête les pubs. Je pense aussi à Brave qui techniquement bloque les pubs et tout autre bloqueur de pubs. Du coup, YouTube continue sa guerre parce que les gens qui ne regardent pas les pubs, ça leur fait perdre de l'argent et c'est pas cool. Et si vous n'avez pas envie de pub sur YouTube, il faut sortir la carte de crédit. C'est aussi simple que ça. Enfin, selon YouTube. Du coup, ici, ce qu'ils vont faire, et ça, c'est salaud, et selon moi, ça me paraît limite illégal, c'est qu'ils vont diminuer l'expérience de ces gens-là. Plutôt que de juste afficher un écran, ouais, tu peux pas regarder la vidéo, ce qu'ils feront apparemment de temps en temps, ils vont carrément aussi des fois augmenter le temps de buffering. Donc le temps qu'il faut pour que la vidéo charge et tout ça. Et selon moi, ça me semble être assez salaud, quoi. C'est genre, ok, t'aimes pas trop que les gens n'affichent pas des pubs,
mais alors mets juste un écran, tu as un bloqueur de pub, désactive-le. Point. Le fait d'augmenter le buffering, selon moi, c'est limite, c'est un peu diabolique, quoi. Ça me semble être quelque chose qui ne me paraît pas très légal en réalité. Personnellement, je pense que, évidemment, c'est important de regarder des pubs sur YouTube pour soutenir les créateurs, mais je suis aussi d'accord sur le fait que beaucoup de pubs sont vraiment ennuyantes et il y en a de plus en plus. Et la qualité de celle-ci aussi se dégrade largement. Il y a même des fois des pubs pour des trucs illégaux. Je ne sais même pas comment ça se fait que ça finit sur YouTube. Donc ça, si YouTube voudrait peut-être... Ce que peut-être devrait faire YouTube, en fait, c'est au lieu d'augmenter la quantité de pubs, ils devraient juste augmenter leur prix. Je sais que ça va peut-être dissuader certains annonceurs de prendre des pubs sur YouTube, mais peut-être que le prix des pubs sur YouTube est juste trop bas, en fait. Et que le modèle ne peut pas continuer à cause de ça. Et selon moi, c'est certainement en partie ce problème-là, parce que les pubs sur YouTube, ça coûte rien, en fait. Ça coûte vraiment pas cher. Donc peut-être qu'ils devraient les mettre un petit peu plus cher pour augmenter la qualité de celle-ci et éviter de prendre des pubs qui viennent de n'importe où. Et techniquement, pour les annonceurs de pubs, le fait qu'il y ait moins de pubs YouTube donnerait plus de visibilité à leurs pubs aussi, parce qu'il y en aurait moins. Donc, pour moi, il y a deux façons de régler le problème, et la façon dont fait YouTube me semble être très mauvaise. Essayer de bloquer les bloqueurs de pubs, ça va pas marcher, et le fait de spammer les gens de pubs, mais plus ils spamment les gens de pub, plus les gens ont envie d'installer un bloqueur de pub. Donc c'est juste un cercle vicieux qui ne s'arrêtera jamais. Donc YouTube, cherchez d'autres solutions à côté, parce que si vous continuez sur cette voie-là, ça va pas être bon. Et si vous voulez que les gens prennent YouTube Premium, déjà, améliorez votre réputation, parce que le fait que les gens prennent pas YouTube Premium, c'est aussi parce que vous avez une mauvaise réputation. Vous faites juste des mauvais choix, comme enlever le bouton dislike pour soi-disant protéger les gens, mais au final, en protégeant certaines personnes en enlevant le bouton dislike, qui aurait été très triste qu'il y ait des dislikes sur leurs vidéos, eh bien, vous ne protégez pas d'autres personnes qui peut-être mettent des dislikes sur une vidéo qui est mauvaise, littéralement, qui induit en erreur les gens. Il y a beaucoup de gens qui mettent des dislikes dessus, et les dislikes ne sont pas visibles. Donc là, vous mettez en danger d'autres personnes d'une autre manière. Imaginez, vous suivez un tuto sur YouTube qui vous dit comment, je sais pas moi, faire un massage cardiaque. Si le tuto YouTube est très mauvais, genre vraiment il vous dit de faire des choses qui sont mauvaises pour la personne auquel vous allez faire un massage cardiaque, il n'y a aucune façon de le savoir sans aller dans les commentaires. Et encore, le créateur de la vidéo pourrait aussi supprimer les commentaires qui disent que c'est mauvais. Vous voyez? Avant, on avait le dislike. Le dislike servait à ça. Et si le dislike était caché, les gens se disaient « Oh, c'est caché, c'est pas normal ça. » Maintenant, aucun moyen de le faire. Il y a évidemment des extensions qui existent toutefois sur Chrome et tout, qui vous permettent, il y a un script qui vous permet de remettre un dislike. Ça marche plutôt bien, moi j'utilise sur Firefox. Et honnêtement, oui, ça donne une bonne indication. Mais c'est quand même malheureux qu'on est obligé d'installer un truc tierce qui pourrait voler nos données pour juste récupérer une fonctionnalité qui était de base. Et qui, je vous rappelle, le dislike existe toujours sur YouTube. Le bouton est toujours là. Ils ont juste désactivé l'affichage. Donc, ça veut dire aussi que les créateurs de vidéos peuvent toujours aller voir dans leurs stats et voir qu'ils ont des dislikes. Et du coup, toujours être triste parce qu'ils ont des dislikes. Donc, en gros, ils ont protégé personne. Enfin bref, je m'écarte largement sur le sujet, mais YouTube, améliorez votre réputation. Faites des choses que les gens veulent sur votre plateforme. Améliorez le service YouTube Premium. Donnez plus d'avantages pour YouTube Premium. Et après, peut-être après, les gens se diront « Ok, je vais prendre YouTube Premium au lieu d'utiliser un bloqueur de pub. » Mais en attendant, si vous ne faites pas ça, ne soyez pas étonnés que les gens soient en mode « Non, je vais utiliser un bloqueur de pub, fuck you. » Ensuite, nous avons une news sur Qualcomm qui continue de teaser l'arrivée de ces Snapdragon X. Et du coup, apparemment, le lancement serait pour le 24 avril, qui est, selon le tournage de cette vidéo, dans 2 jours. Donc ça, c'est plutôt une bonne news. Ça arrive très prochainement. Enfin savoir ce que ça donne, ces fameux Snapdragon X. Alors évidemment, c'est les processeurs qui sortent le 24 avril. Ça ne veut pas dire qu'il y aura directement des produits, mais certainement il y en aura qui seront annoncés le 24 avril. Mais ne vous attendez pas à ce qu'il y ait plein de produits qui sortent tous en même temps. Chaque marque va prendre son temps, évidemment. Mais du coup, on aura certainement des tests, par contre, de performance indépendants qui nous permettent de savoir, est-ce que réellement ces Snapdragon X sont intéressants. Et pour ceux qui ne comprennent pas l'importance de ça, les Snapdragon X sont vraiment la première génération de processeurs de la part de Qualcomm
qui pourrait concurrencer du coup les processeurs x86 qu'on a sur nos PC portables, même nos PC fixes. Et une partie de l'équipe qui a designé ces processeurs, c'est Snapdragon X d'ailleurs, vient de l'équipe originale qui a designé les puces M1 de Apple. Donc on sait à quel point les puces M1 ont été révolutionnaires, mais on espère un peu le même genre de révolution au niveau, en tout cas, je pense, ordinateur portable, ultra portable sur Windows. Avoir une puce qui est tellement puissante, tellement bonne, que ça en vaut largement la peine de passer dessus, même s'il y a quelques désavantages, évidemment. Parce que je vous rappelle que ça reste une puce ARM, donc tous les programmes qui ne sont pas compilés pour, il faudra les émuler, ou juste ils ne tourneront pas, et donc ça amènera évidemment son lot de problèmes. Enfin bref, on verra bien ce que ça donnera du coup au prochain Texama Show. Ensuite, on a une news sur le premier store d'applications tierces que vous allez pouvoir installer sur iOS. Il s'appelle Alstore et il a une très grande liste d'applications telles que Delta ou Clip. Et c'est tout. Alors, évidemment, c'est juste les débuts, c'est pour ça qu'ils ont une liste assez courte. Mais il faut quand même noter que du coup, grâce évidemment à tout ce qui s'est passé au niveau de l'Union européenne, notamment des nouvelles lois qui forcent Apple et d'autres monopoles à autoriser les stores tierces, ben, là, le store a pu arriver. Du coup, une de ces premières applications d'ailleurs qui est disponible sur l'Alt Store est assez notable parce que c'est du coup Delta, comme j'ai dit, et c'est un émulateur. Oui, c'est un émulateur et pour ceux qui ne le savent pas, les émulateurs étaient basiquement interdits sur l'App Store parce que selon Apple, il y a des risques de pirater des jeux et tout ça, alors que techniquement, selon moi, si vous utilisez un émulateur et que vous avez une copie physique du jeu, je vois pas le problème. C'est juste, voilà, je vois aucun problème. C'est comme si vous aviez, je sais pas moi, acheté un vinyle d'une musique et vous écoutez vous avez téléchargé la musique illégalement. Techniquement, vous avez acheté une version vinyle. Enfin, voilà, selon moi, c'est pas vraiment problématique. Vous avez quand même soutenu l'artiste. Et surtout, à force que le temps passe, les consoles sont en train de vieillir et mourir. Donc aussi bien votre Game Boy est mort et vous pouvez pas jouer à vos cartouches, vous pouvez pas jouer à vos jeux. Donc l'émulateur est littéralement la seule solution. Il faut savoir qu'aussi avec justement cette nouvelle loi européenne, les émulateurs arrivent aussi sur l'App Store en réalité. Il y en a un qui est sorti mais qui a été enlevé. Pourquoi? Parce que c'était basiquement une copie d'un vrai émulateur qui arrive très prochainement sur l'App Store. Donc oui, Apple a littéralement autorisé, le premier émulateur qu'ils ont autorisé sur leur store depuis je ne sais combien d'années était juste une copie. GG Apple. Bref, ils l'ont retiré depuis et du coup, on devra avoir le vrai émulateur qui arrivera très prochainement aussi. Mais en attendant, du coup, on a aussi l'Alstore avec ça. Clip, aussi, la deuxième application, est une application qui permet de faire des clipboards, garder des informations en arrière-plan apparemment. Le truc, c'est que oui, l'application tourne en arrière-plan, donc c'est certainement pour ça aussi qu'elle ne pouvait pas sortir sur l'App Store parce que peut-être qu'Apple n'aime pas trop ça. Après aussi, tenez compte que même s'ils autorisaient les applications, enfin les stores d'applications tierces, les applications doivent toujours être validées par justement Apple. Donc oui, ils ne sont pas obligés de respecter toutes les règles qu'il y a sur l'App Store, mais il y a toujours des règles de base qu'ils doivent suivre par rapport à l'écosystème de Apple et iOS. Donc les règles sont un peu plus faciles à respecter, évidemment, un peu plus laxistes par rapport à l'App Store officiel, mais il y en a quand même. Donc tenez-en compte, vous ne verrez pas des applications pour tout et n'importe quoi sur ces stores. En tout cas, ceux qui sont validés officiellement par Apple. Du coup, on verra bien ce que ça donnera en attendant sur ces applications externes, enfin ces stores d'applications externes. Tenez compte que c'est seulement disponible pour l'Europe, bien évidemment. Donc si vous êtes québécois, vous ne pourrez pas l'utiliser, désolé pour vous. Ensuite, une petite news rapide pour vous indiquer que maintenant je suis partenaire Games Planet. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Games Planet, c'est tout simplement un site qui revend des clés de jeux vidéo. Sauf que la différence par rapport à la plupart des sites de vente de clés de jeux vidéo que vous connaissez, c'est qu'eux, ils sont réellement officiels. Toutes les clés viennent des développeurs, et ont été achetées de manière officielle. Donc là, on n'a pas de clés qui viennent de marché gris qui pourraient avoir été acheté de manière frauduleuse et donc ça permet de mieux soutenir les développeurs tout en ayant quand même des réductions parce qu'évidemment ils essayent d'avoir des réductions, ils négocient avec les développeurs pour avoir des réductions.
Donc ils n'ont peut-être pas tous les jeux qui existent au monde, mais ils ont en tout cas une très bonne sélection et il y a quand même pas mal de réductions et surtout, ben, ça vous permet d'acheter officiellement des jeux et d'avoir la garantie que la clé que vous achetez n'a pas été volée avec une carte de crédit ou autre chose. Donc vous aurez un lien dans la description pour aller voir un petit peu les Spring Sale. Ils ont des soldes pour justement le printemps, donc ils ont pas mal de clés qui sont vendues en ce moment. Vous pouvez cliquer comme vous pouvez voir. Donc pas mal de jeux, donc n'hésitez pas à peut-être aller voir un petit peu s'il y a quelque chose qui vous intéresse. Je vais aussi être très honnête, si vous êtes toujours en mode « Oh, c'est toujours trop cher, je compte aller acheter sur un site de vente de clés tierces, de clés grises », c'est comme vous voulez honnêtement, surtout si c'est, je vais être très honnête, si c'est un jeu de chez EA et que vous comptez l'acheter là-dessus, sur un de ces sites-là, je vais pas perdre du sommeil. Mais par contre, je vous le dis réellement, pour les petits jeux indés, vraiment les petits développeurs qui méritent que vous achetez leur jeu de manière officielle, ça les aide énormément parce que les clés grises, des fois, comme j'ai dit, c'est acheté de manière frauduleuse et du coup, des fois même en prenant une clé sur un site comme ça, gris, vous faites littéralement perdre de l'argent à ce développeur. Pas juste genre, oh, il a eu moins d'argent. Non, vous lui faites perdre de l'argent. Donc, voilà, essayez quand même de soutenir les petits développeurs qui, selon moi, respectent les clients, respectent leurs utilisateurs et qui font des jeux vraiment sympathiques. Par contre, si c'est EA, bah voilà, vous faites ce que vous voulez parce qu'honnêtement, j'en ai rien à faire de EA. Ensuite, nous avons Boston Dynamics qui a sorti du coup une nouvelle vidéo qui présente leur nouveau Atlas. Le Atlas, c'était leur robot qu'ils avaient humanoïde qu'ils ont montré dans de nombreuses vidéos. Notamment, ils l'ont montré faire du parcours, de la danse et tout ça. Donc, il ressemblait à ça, comme vous pouvez voir. Voilà, c'était clairement un prototype. Le nouveau Atlas est beaucoup plus simple au niveau design, beaucoup plus classe même. Ça ressemble vraiment à un produit fini. Et surtout, honnêtement, il est... Je vous laisse regarder la vidéo. C'est limite un peu effrayant, mais c'est aussi, ça montre les capacités justement de ce robot. Voilà, il se relève de manière tout à fait... c'est comme ça que je me relève, moi. Si je suis tombé au sol, c'est comme ça que je fais, totalement. Je retourne aussi ma tête et mon torse en entier comme ça, voilà. Et donc, oui, c'est la nouvelle version d'Atlas. Il n'y a pas beaucoup plus dans la vidéo, pour ceux qui se demandent. Il montre juste très rapidement ce qu'il peut faire et un petit peu quand il marche. Alors déjà, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'évidemment, nous avons le fait qu'il est capable de se relever d'une manière un petit peu moins conventionnelle. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est pas parce que vous faites un robot de forme humanoïde que vous êtes obligé de respecter les mouvements d'un être humain. Vous pouvez vous permettre de tourner à 360 degrés, no problemo. Donc ça, c'est tout à fait logique selon moi, surtout si ça permet au robot d'être plus pratique. Et comme vous pouvez voir, ça semble améliorer le fait qu'il puisse se relever très facilement. Et puis le deuxième truc que j'ai vu, c'est que ces mouvements, franchement, sont... Regardez les mouvements. Ils se déplacent hyper bien. Atlas, la première version d'Atlas aussi se déplaçait hyper bien, mais il avait tellement de trucs de prototypes qui dépassaient tout ça que voilà, ça avait l'air vraiment pas pratique. Il était aussi assez gros, donc à mon avis, il aurait eu du mal à passer les portes et tout. Cette version-là est plus petite et tout, donc ça semble être vraiment un produit qui pourrait sortir très prochainement et être utilisé dans un contexte où vous avez besoin d'un robot humanoïde. Même si, selon moi, des fois on se concentre un petit peu trop sur les robots de forme humanoïde, parce qu'on est en mode « Oh, on veut quelque chose qui ressemble à un être humain et tout ça ». Ce qui est en partie logique, hein, si vous voulez remplacer... Bon, ça c'est le côté problématique de ces robots, mais si vous voulez remplacer un être humain, le mieux c'est d'avoir un robot qui a une forme d'être humain, parce que du coup vous pouvez juste le mettre exactement là où était l'être humain. Parce que si vous mettez un robot avec des roues, peut-être qu'il n'arrivera pas à se déplacer à l'endroit où travaille cet être humain. Mais selon moi, on se concentre quand même un petit peu trop dans le fait de respecter la forme d'un être humain. Il y a des fois des trucs qui seraient plus efficaces en fait. Et notamment, ils avaient un robot qu'ils avaient montré par le passé, qui existe toujours d'ailleurs, qui était celui qui prenait des boîtes et il ressemble à une autruche, vraiment le truc. Euh, et honnêtement, c'est selon moi intelligent parce que c'est la forme la plus efficace qu'ils ont trouvée pour faire le job. Alors qu'un robot humanoïde viendrait avec ses pieds, il serait pas pratique pour prendre des boîtes en fait. Donc, yep. Mais bon, on a toujours quand même besoin d'un robot de forme humanoïde et celui-là en particulier, cette nouvelle version d'Atlas, a l'air plutôt prometteur. Il est aussi 100% électrique, il n'a que du coup des moteurs électriques. La première version avait aussi des systèmes pneumatiques, donc littéralement avec des pressions, des fluides et tout ça. Donc c'est pour ça aussi qu'il était un peu plus gros. Le fait d'avoir que de l'électronique,
permet d'aussi compacter pas mal le robot. Maintenant, il faudra voir aussi combien de temps il dure sur une charge parce que on est largement capable, selon moi, maintenant, de faire des robots, genre qui peuvent remplacer un être humain. Je pense qu'on commence à avoir vraiment toute la technologie. Le seul problème, c'est juste la batterie, en fait. Si le robot dure juste 20 minutes, même 30 minutes, même s'il durait 1 heure sur batterie, c'est juste pas assez. Parce qu'un être humain, en général, il travaille pendant 8 heures. Il fait peut-être une pause ouais, à midi. Donc, on va dire, un robot devrait au moins travailler 4 heures avant qu'on peut-être remplace sa batterie très rapidement. Mais s'il ne sait pas faire 4 heures, oui, ça ne va pas valoir la peine de devoir toujours le recharger, devoir toujours changer la batterie. Donc ça aussi, c'est un problème, évidemment, qu'ils devront régler. Mais bon, ça, on verra bien. Qu'est-ce qu'ils feront, honnêtement? Moi, je ne sais pas trop. Euh, une chose est sûre, les robots, petit à petit, sont en train d'arriver. Est-ce que ce sera une bonne chose? Je ne sais pas. Mais c'est en train d'arriver et vous n'avez pas vraiment le choix. Ensuite, nous avons Adobe Premiere Pro qui va bientôt intégrer des nouvelles fonctionnalités pour notamment l'édition vidéo qui va vous permettre d'utiliser de l'IA générative pour de la vidéo. Donc ça fait un petit peu penser à évidemment OpenAI et Sora, mais c'est encore différent ici. Vous avez une vidéo du coup qui est sortie de la part de Adobe qui permet de montrer un petit peu. Et les cas d'utilisation qui montrent, c'est par exemple, vous voyez, oh, il y a une valise avec des diamants dedans. Il n'y a pas assez de diamants, on sélectionne et on lui dit, hey, mets plein de diamants là-dedans avec un fond en velours, voilà. Et hop, il y a plein de diamants. Et contrairement à une IA générative qu'on avait vu jusqu'à maintenant, ce n'est pas juste une image, c'est une vidéo. Comme vous pouvez voir, la caméra continue de bouger. Ça a été généré sur plusieurs images de la vidéo pour continuer. Ils ont aussi montré le fait de pouvoir rajouter juste un petit peu de temps à la fin de la vidéo si vous avez coupé la caméra trop vite ou autre chose, juste avoir le mouvement ou autre chose qui continue un petit peu plus longtemps. Donc, c'est pas comme Sora qui vous permet de littéralement générer rien à partir de juste de texte, ou plutôt générer tout à partir de texte, voilà. Ici, on parle surtout de rajouter, corriger des choses. Premiere Pro, évidemment, l'un des logiciels d'édition vidéo les plus utilisés au monde, certainement. Donc, le fait que ce soit rajouté, ça va être rajouté très prochainement dedans, ben, ça va lancer de nouveaux débats, justement, sur tout ce qui est au niveau IA. Personnellement, j'aime plutôt bien cette utilisation des IA génératives. Le fait de tout générer à partir juste de texte, assez trompeur, vous voyez. Le fait de corriger certaines choses, beaucoup moins problématique. Il y en a qui vont dire « Ouais, c'est quand même trompeur, il n'y avait pas autant de diamants dans la valise, blablabla. » Le truc, c'est que on fait déjà des tromperies comme ça. Hollywood, ça arrive très souvent que « Oh, cet acteur voulait pas couper sa moustache. Hein, » pour ceux qui savent. On va juste enlever la moustache de manière digitale. Il y a plein de tromperies comme ça dans l'industrie du cinéma et même des séries que vous regardez. Donc, faire ça, justement, si vous aviez dû faire ça pour un film ou autre chose, il y aurait une personne qui aurait juste été dans After Effects, qui aurait pris des plans composites, je sais pas, il aurait fait peut-être un truc 3D de diamants, comme ça, dans une valise, et il aurait juste traqué le mouvement de la caméra pour traquer la même scène dans un programme 3D, et juste, il aurait superposé juste la partie avec les diamants, qui vient de son logiciel 3D, sur la valise pour rajouter plus de diamants. C'est certainement ce qu'ils auraient fait, à mon avis. Je pense que c'est la technique la plus utilisée. Donc, ils auraient déjà fait de la tromperie comme ça. Donc, l'intérêt de ce genre d'outil, selon moi, c'est que ça facilite, ça diminue la barrière d'entrée. On passe de devoir utiliser After Effects à juste littéralement taper du texte dans Adobe Premiere Pro, sélectionner vite fait quelque chose. Donc, ça limite ça diminue la barrière d'entrée, ça augmente les capacités des gens à juste se concentrer sur d'autres tâches plus importantes aussi. Parce que un artiste qui passe du temps là-dessus, sur After Effects, à mon avis, je ne sais pas combien de temps il aurait passé, mais il aurait au moins passé certainement 10, 20 minutes pour rajouter des diamants dans cette valise. Là, il a passé 10 secondes, allez, 30 secondes. Ben, il peut utiliser ces 10-20 minutes à faire quelque chose que l'IA ne peut pas faire. Il peut passer du temps à faire quelque chose de plus intéressant. Donc, selon moi, c'est un des cas d'utilisation des IA génératives que j'aime bien parce que ça facilite la vie pour les gens. Ça fait juste remplacer quelque chose qu'on faisait déjà mais qui prenait du temps et ça permet de nous concentrer sur d'autres choses derrière. Donc, ouais. Après, évidemment,
il y a toujours le côté... Il y en a qui vont être en mode, oui, mais du coup, s'il faut moins de temps pour faire ça, peut-être qu'ils vont employer juste moins de gens pour faire ça, en fait. Et c'est vrai que ça pourrait aussi arriver. Au lieu d'avoir 30 personnes avec After Effects qui travaillent sur un film, ils en auront peut-être juste 15. Et du coup, ils utiliseront des trucs comme ça. C'est tout à fait possible aussi, mais bon. Ensuite, toujours en parlant d'IA, on a une news très rapide sur le fait que Meta continue sa bataille contre ChatGPT parce qu'ils ont sorti, du coup, alors, depuis septembre de l'année dernière, ils ont Meta AI Assistant, donc un assistant Meta AI, qui ils ont déjà commencé à introduire et à intégrer à leurs différentes plateformes. Mais ici, la grosse nouveauté, c'est qu'ils utilisent un nouveau modèle de langue par texte qui s'appelle Llama 3, qui est censé concurrencer ChatGPT et qui du coup leur permettent d'avoir vraiment leur propre ChatGPT. Est-ce qu'il est aussi performant que ChatGPT? Apparemment pas vraiment, mais au moins ils essayent, ils se lancent un petit peu dans la guéguerre. Et du coup, l'intégration fait qu'en sorte que, par exemple dans Messenger, vous pouvez juste dire « Hey, Meta, tu peux me générer ça? Hop, une image d'une fille qui surfe, voilà, hop, il te le fait. » Dans WhatsApp, il peut te faire des recherches, des listes et tout ça. Vous l'avez aussi dans Instagram. Donc, basiquement, juste rajouter un assistant qui vous aide dans ces différentes applications, ces différents sites web. Est-ce que c'est forcément pratique? Je ne sais pas. Est-ce que vous voulez forcément avoir des IA qui, en permanence, semblent regarder ce que vous faites sur ces applications-là pour vous donner des suggestions? Je ne suis pas sûr non plus. Mais enfin bref, comme vous pouvez voir d'ailleurs, vous devez mentionner Meta AI pour qu'il génère quelque chose. Donc je suppose que tant que vous ne l'avez pas mentionné, ça va, il ne va pas garder vos messages. Oh, c'est Facebook. Meta, c'est Facebook. Il regarde tous vos messages. Donc ouais, rien que pour ça, pour moi c'est Facebook, je déteste Facebook. Le seul produit Facebook que j'utilise, c'est Instagram, parce que j'adore Instagram. Et honnêtement, je suis très triste que ce soit Facebook qui ait acheté Instagram. Enfin bref, j'aurais préféré que ce soit même YouTube, honnêtement. Mais bref. Et j'utilise aussi WhatsApp parce que WhatsApp, c'est pratique pour communiquer avec beaucoup de gens. Mais ouais, je communique pas de toute façon d'informations privées sur WhatsApp parce que c'est WhatsApp. Je pars du principe que tout ce qui passe sur WhatsApp, il y a Mark Zuckerberg qui est dans ce bureau et qui est en mode intéressant. Vous avez Asus qui a rajouté un nouveau profil qui s'appelle Intel Baseline Profile à toutes leurs cartes mères en Z790 afin de mitiger les problèmes de stabilité. Donc si vous ne savez pas, on en a parlé la semaine dernière, certains Core i9, surtout les derniers Core i9 qui consomment énormément, ont des problèmes de stabilité dans les jeux vidéo. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont en mode « Hey, il y a mon jeu qui crache de manière inattendue, c'est pas stable. » Et ce qui a été découvert derrière, même Nvidia a enquêté un petit peu, ils ont même mis dans un changelog de driver que hey, c'est pas nous les crashs, hein, ça vient d'autre part, ça vient d'Intel. Et bien, du coup, ce qui a été découvert, oui, c'est que toutes ces personnes avaient des Core i9 qui consomment énormément et qui, du coup, certainement deviennent instables à cause de juste toute la chaleur et toute la consommation derrière. Et le problème est, du coup, empiré par tous les constructeurs de cartes mères parce que, bien souvent, je peux vous le dire, vous allez en boutique maintenant, vous prenez un Core i9, vous prenez une carte mère, notamment Asus, vous montez le PC, par défaut, sans rien avoir changé, la carte mère va déverrouiller le processeur et lui permettre d'aller consommer basiquement autant qu'il veut. Alors, vous pourriez vous dire, évidemment, que c'est une bonne chose, quoi qu'il arrive, parce que ça donne toutes les performances que les gens veulent, et c'est vrai que dans ce sens-là, tout à fait. Et je dirais même que, en réalité, c'est pas vraiment la faute des constructeurs de cartes mères non plus, en quelque sorte, parce que, voilà quelques années, ça ne posait aucun problème de faire ça. Le problème, maintenant, vient du fait que les derniers Core i9, Intel est un peu en train d'aller n'importe où avec les derniers Core i9 parce que notamment le 14900 KS consomme 400 watts sans aucune limite. Plus de 400 watts. Donc en gros, les constructeurs de cartes mères ne s'attendaient pas à ce qu'on en arrive à un tel point, en fait, je pense. Et que Intel sorte des processeurs qui consomment tellement que ça crée des instabilités, en fait. Donc ici, Asus a rajouté ce profil baseline qui permet de tout simplement faire fonctionner votre processeur dans les limites normalement normales, aux limites qui devraient être par défaut. Et du coup, éviter les problèmes de stabilité et tout ça. Maintenant, ce qui m'intéresserait de voir quand même avec tout ça, c'est déjà bien souvent les tests de performance. Quand vous regardez des tests, et moi-même, quand j'ai fait des tests de processeur Intel, je laisse les paramètres par défaut. Je laisse Asus, MSI, Gigabyte, je les laisse
débloquer le processeur pour avoir plus de performance parce que, selon moi, c'est comme ça que l'utilisateur va recevoir son processeur, ce qui est tout à fait logique. Mais maintenant qu'il y a ce débat-là, peut-être que certaines de ces cartes mères vont commencer à arriver avec ce profil activé par défaut. Et donc là, on pourra en avoir le débat de hey, ok, le dernier Core i9, il est pas mal performant, mais maintenant maintenant qu'il est forcé à peut-être tourner à sa fréquence par défaut et juste booster un certain nombre de secondes et tout ça, qu'est-ce que ça va faire au niveau des performances en fait? Est-ce que vraiment il sera aussi performant qu'on le voyait avant sur les graphes? Pas sûr. Donc ça devrait être aussi intéressant. Alors, comme j'ai dit, pour moi, c'est principalement la faute d'Intel, mais ça reste quand même en partie la faute des constructeurs de cartes mères, on va être très honnête. Eux aussi auraient dû peut-être faire des tests, se rendre compte que, oh, c'est peut-être un peu trop de consommation, revenons un petit peu en arrière, ou tout simplement, pourquoi l'Intel Baseline Profile n'était pas par défaut présent sur ces cartes mères aussi. Donc ouais, une situation assez compliquée, on va être très honnête. Mais bon, on verra bien ce que ça donnera d'ici quelques temps, si c'est vraiment fixé. Et surtout, on verra bien d'ici la sortie des prochains Core Intel, qui seront les Core Ultra 2, qui arriveront dans quelques mois. On verra bien ce que ça donnera s'il y a toujours ces problèmes de consommation. Mais tant qu'on parle d'Intel, on a toutefois une news positive ici avec le fait qu'ils ont sorti un nouveau driver pour les Intel Arc, ainsi qu'aussi techniquement les chipsets intégrés. Il faut le savoir, c'est pas juste les Intel Arc, il y a aussi les chipsets intégrés au Core Ultra, parce que techniquement, ils utilisent la même architecture. Et du coup, ils ont sorti un nouveau driver qui permet de booster les performances de 5 à 48% pour certains jeux DirectX 11. Alors, pas tous les jeux, tenez-en compte, c'est certains jeux. Donc, basiquement, ils sont littéralement en train de faire le travail que AMD et Nvidia ont fait pendant de très nombreuses années, petit à petit. Mais ils sont ici en train d'essayer de rattraper tout le retard qu'ils ont accumulé, en fait. Ils sont en train de faire 10 ans, même 20 ans de développement en juste quelques années. Donc c'est pour ça qu'ils avancent aussi vite aussi. Et du coup, ils trouvent des manières d'optimiser ces différents jeux. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi le cas avec Nvidia et AMD, comme je dis. Quand vous avez des drivers qui sortent, des fois, ça permet d'optimiser pour certains jeux. Genre vraiment, si vous faites tourner le jeu avec l'ancien driver, vous avez des mauvaises performances, le nouveau driver permet des fois de booster des performances de 20 à 30%. Ici, Intel est en train de le faire pour tous les anciens jeux qui étaient déjà sortis avant les Intel Arc parce que ils sont en train de rattraper leur retard. Donc là, Astroneer a eu un boost de 30% en 1080p en ultra. Vous avez du coup, je sais pas moi, Need for Speed Heat qui a eu un boost de 36%. Mountain Blade 2 qui a eu 8% de boost. Comme vous pouvez voir, des boosts assez massifs. Et avec les Core Ultra, on a même eu Mass Effect Legendary Edition qui a eu un boost de 48%. Donc voilà d'où vient le 48% pour ceux qui se demandent. Il venait de là. Mais pour beaucoup de jeux, le gain est de 0%. Tenez-en compte. Ici, on parle d'une liste quand même assez étroite, assez petite de jeux. Mais quoi qu'il arrive, c'est une bonne chose selon moi. Ça montre que Intel est sérieux sur leur carte graphique. Et je rappelle que la prochaine architecture de carte graphique Intel arrive prochainement, qui s'appelle Battlemage. Donc ça, on verra bien ce que ça donnera. Donc ça montre qu'ils sont sérieux, qu'ils continuent de travailler de manière diligente sur les drivers afin qu'ils deviennent de mieux en mieux et que d'ici quelques années, ils arrivent sans problème à concurrencer AMD ainsi que Nvidia. Et ça, c'est une bonne chose. Et comme j'ai déjà dit plein de fois, avoir un troisième acteur sur le marché de la carte graphique sur PC fixe, ça fait vraiment pas de mal. On en a besoin. Surtout qu'Intel semble se concentrer pour le moment sur l'entrée de gamme et le milieu de gamme. Donc, c'est un marché qui ça manque clairement de concurrence. Donc, ouais, on verra bien ce que ça donnera quoi qu'il arrive. Comme j'ai dit, moi, je prévois d'ici, je sais pas quand, peut-être que un peu avant la sortie de Battle Mage, ce serait intéressant de refaire une vidéo sur l'Intel Arc A770 que j'ai encore, elle est d'ailleurs là, et refaire une vidéo, juste voir, ok, ça fait X années qu'elle est sortie, qu'est-ce que ça donne maintenant par rapport aux cartes graphiques qui sont encore vendues au même prix? Est-ce qu'elle est devenue meilleure? Est-ce qu'elle est toujours pas forcément la plus intéressante? Ben, je ferai une vidéo là-dessus. Tenez-en compte que même avec toutes ces améliorations et tout ça, il y a beaucoup de gens qui... Enfin, beaucoup de gens, non. J'ai vu quelques personnes dans les commentaires qui me disent « Ouais, pourquoi tu recommandes pas les Intel Arc, tout le tralala ?» Je vais être très honnête. J'ai utilisé une Intel Arc pendant plus d'un mois dans mon PC. Et ce, genre largement après la sortie de cette carte graphique. Donc, la plupart des bugs étaient déjà fixés. Et pourtant, j'avais quand même des problèmes, ok? Ok, ça fonctionnait. Franchement, ça fonctionnait mais j'ai pas envie de recommander à quelqu'un qui n'y connaît rien en informatique une Intel Arc. Parce que selon moi,
ce n'est pas lui rendre un service. Si vous y connaissez, que vous aimez bien bidouiller, n'hésitez pas à en acheter une. Mais pour un monsieur tout le monde qui n'y connaît rien en informatique, non. C'est selon moi criminel de leur recommander une Intel Arc pour le moment. Même si elles deviennent meilleures, elles ont toujours des soucis. Ensuite, on a une news sur Cocoteland. D'ailleurs, il fait de leurs 20 ans. Bon anniversaire, Cocoteland. Excellent site d'actualité francophone, je vous le recommande chaudement d'ailleurs. Et du coup, ils ont une news sur le fait que Nvidia voudrait revenir un petit peu sur le SFF. Donc le SFF, pour ceux qui ne savent pas, c'est le Small Form Factor. Donc ce sont des PC très petits, très compacts, donc bien souvent Mini-TX et tout ça. Et du coup, supporter un petit peu mieux ce marché-là. Ce qui est sûrement assez ironique quand on y pense, parce que les RTX 4000 en particulier sont très efficaces au niveau énergétique. Elles peuvent passer dans des petits PC très facilement. Sauf que bien souvent, les cartes graphiques sont trop grosses. Genre, si vous regardez les 4000, je sais pas, surtout quand vous passez d'une 4070 à une 4070 Ti ou des versions super, la carte graphique est encore raisonnable en termes de taille, mais quand vous passez aux versions Ti, c'est juste genre les cartes graphiques juste font boum, elles deviennent énormes. Ils passent littéralement à des refroidissements. 3 slots, vous avez des cartes graphiques qui sont hyper longues, vous avez des trucs qui dépassent aussi sur le côté, ça ne passe littéralement plus dans les boîtiers Mini-TX. Même des gros boîtiers Mini-TX, ça ne passe tout simplement pas. Alors que, quand vous vous souvenez, genre la 4080 a un TDP de 320 watts, si je me souviens bien, même en dessous en réalité, c'est le même TDP que la 3080. La 3080 était une carte graphique 2 slots. Genre même exactement 2 slots, qui était même très compact et qui a été souvent utilisé dans des boîtiers Mini-TX. Et là, Nvidia, ils étaient en mode « Ah, non, on va faire beaucoup plus gros. » Et donc, toutes les cartes sont hyper grosses. Alors, en réalité, pour le consommateur, c'est une bonne chose, parce que littéralement, pour le même prix, bon, techniquement, les RTX 4000 coûtent plus cher. Bon, pour le supposé même prix, on va dire, vous avez une carte graphique qui est mieux refroidie, plus silencieuse, c'est une bonne chose, globalement. Mais pour certaines personnes qui ont besoin d'une petite carte graphique, il n'y a juste pas d'option. La seule 4080 vraiment petite qui existait pendant pas mal de temps, c'était la version évidemment Pro Art qui faisait 2,5 slots. Et encore, 2,5 slots, c'est pas 2 slots, donc encore un peu trop épaisse pour beaucoup de boîtiers Mini-TX. Et c'était à peu près tout, quoi. Et il y a même des news. C'est tellement rare de voir une carte graphique de taille normale que ça fait des news. Genre, par exemple, ici, vous avez Elsa, ok, la reine des neiges fait des cartes graphiques, bref, qui a sorti une RTX 4080 Super qui fait 2 slots. Regardez, elle fait 2 slots. Ça fait des news. Genre, il y a des gens qui font des news parce que la carte graphique fait une taille normale. Alors, en réalité, elle reste toujours massive. Si vous regardez, elle dépasse largement des 2 slots et elle est très longue, donc je ne la qualifierais pas de compacte, mais ouais, c'est tout à fait possible de faire des cartes graphiques compactes, même avec une 4080. C'est juste que il y a cette mode, encore une fois, qui fait que tout le monde veut faire des énormes cartes graphiques. Et encore une fois, c'est pas mauvais. Pour la plupart des gens qui ont des gros boîtiers, les boîtiers modernes ont beaucoup de place pour mettre des cartes graphiques. Pas un problème. Mais les marques, si vous m'écoutez, Asus, MSI, Gigabyte, tout le monde, juste de temps en temps, faites un modèle petit. Juste un modèle, même s'il n'est pas le mieux refroidi au monde, faites un petit modèle pour les gens qui veulent faire du Mini-TX, ce serait génial. Je suis en train de faire un projet Mini-TX en ce moment, et je peux vous dire que j'ai dû chercher longuement pour trouver la carte graphique, je dis bien la carte graphique, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup, qui passe dans le boîtier Mini-TX que je vais utiliser. Ça, c'est une vidéo qui arrive très prochainement, qui va être très intéressante. Je vais utiliser un boîtier qui s'appelle le Velka 5, et qui fait 5 litres. 5 litres, c'est vraiment très petit. Enfin bref. Une autre news aussi, qui est, tant que je parle du SFF, vous avez même Gigabyte qui avait sorti par exemple une 4060 low profile qui fait 2 slots. Et cette carte graphique est vraiment très petite. Et quand elle est sortie, les gens étaient en mode merci. Donc c'est juste pour dire à quel point, genre vraiment, c'est possible de le faire déjà. Et quand ils le font, les gens sont en mode merci, quoi. On attendait ça depuis des années. Donc ouais, je ne sais pas pourquoi il n'y en a pas plus. Il y avait encore, comme je le disais, hein, il y avait beaucoup de news là-dessus. Il y a aussi une news sur quelqu'un qui a fait, une marque qui a fait une RTX 4080 avec un ventilateur blower. Alors celle-là par contre, à mon avis, vous ne voulez pas l'acheter parce qu'elle va être très, très, très bruyante. Aussi, elle a un PCB hyper long, donc c'est un peu un vieux design en quelque sorte, donc pas forcément la meilleure. Mais juste pour illustrer qu'encore une fois, quand une carte graphique
de petite taille, ou plutôt une carte graphique de taille normale sort, les gens sont en mode « Wow, regardez, elle fait une taille normale ». Donc ouais, on verra bien ce que ça donnera au niveau de ça. C'est une rumeur pour le moment, c'est pas Nvidia qui a annoncé, c'est juste des gens qui disent qu'apparemment Nvidia y regarde. Et c'est tout à fait possible, ils ont sorti des cartes SFF, notamment ils ont une RTX A4, enfin non, pas A4000, ils ont une RTX 4000, qui est une carte graphique professionnelle, qui du coup, juste 4000, hein, c'est pas 4080 ou autre chose, c'est une RTX 4000, oui, ça porte à confusion, et qui a une version low profile qui fait la même taille que la 4060 que j'ai montré. Et d'un point de vue performance, il faut le savoir, elle a à peu près le niveau de performance d'une 3070. Elle a même genre 20 Go de RAM et tout. Donc oui, c'est... Et elle consomme seulement 75 watts pour ce niveau de performance et tout ça. C'est exceptionnel, selon moi. Mais du coup, comme vous pouvez voir, ils sont capables de le faire. C'est juste que pour les cartes graphiques, pour Monsieur Tout-le-Monde, on n'y a pas droit. Donc, ouais. Donc, j'espère qu'ils feront un peu plus de produits SFF. Ce serait bien juste qu'ils sortent, je sais pas moi, peut-être même des modèles spéciaux SFF. Peut-être une 4060 SFF. Et toutes les marques qui utilisent ce nom, 4060 SFF, sont obligées de respecter une taille maximum. Ce serait une bonne chose. Et surtout, ne le faites pas juste pour les 4060, parce que les 4060, selon moi, c'est pas les plus intéressantes. Ok, elles ne consomment pas beaucoup, mais voilà. Moi, ce que j'aimerais voir, c'est pour les 4070. Les 4070 et 4070 Super, c'est des très bonnes cartes graphiques, très bonnes performances, mais elles consomment encore pas, elles sont à genre 200 watts. Et pour information, 200 watts, 220 watts, c'est la consommation d'une 3060 Ti. Et des 3060 Ti, on avait des modèles ITX qui existaient. Et quand vous regardez un modèle, vous cherchez un modèle ITX, donc un seul ventilateur, vraiment très petit, hein, vous cherchez des modèles ITX d'une 4070, il n'y en a pas. Il n'y en a littéralement pas. J'ai cherché, j'en ai pas trouvé. Donc c'est juste pour dire, c'est tout à fait possible de le faire, mais personne ne le fait. Donc oui, j'espère que dans tous les cas ce sera fait, parce que ça permettra de faire vraiment des PC compacts. Notamment une 4070 ITX, genre vraiment un ventilateur. On pourrait la mettre dans un boîtier qui est sorti aussi il n'y a pas très longtemps, qui est le Velka 3, qui lui est un boîtier de 3 litres, donc vraiment très petit. Pour ceux qui se souviennent, j'avais parlé de l'Intel Nuke Extreme 12. Ce boîtier-là fait 8 litres. Donc oui, là on parle d'un boîtier qui est littéralement diminué par 2 au niveau de la taille, avec toujours une 4070 dedans, ce serait génial. Enfin bref, je m'écarte sur le sujet, j'adore les PC compacts et tout ça. Je pourrais parler pendant des heures, je vais éviter parce que sinon... ce Texamacho va durer trop longtemps. Ensuite, une petite dernière news, c'est au niveau de Starship. On a eu pas mal d'updates. Notamment, on a eu des updates par rapport au 3e vol de test de Starship, qui, je vous rappelle, s'était plutôt bien passé, mais il y avait évidemment quelques petits problèmes. Et Elon Musk a fait une présentation sur Twitter où il a présenté tout simplement le futur de Starship. Déjà, nous avons le 4e vol de test qui est pleinement préparé en ce moment même. Il pourrait être au mois de mai. Oui, on est fin avril et déjà au mois de mai, on pourra avoir le prochain vol de test qui est exceptionnel parce que l'industrie aérospatiale, bien souvent, c'est genre, oh, on a fait un vol de test. Ok, le prochain sera l'année prochaine. Et là, c'est littéralement, ok, le prochain sera dans 1 ou 2 mois et puis on se reverra bientôt. Ce qui est franchement exceptionnel. Après, il faut quand même tenir compte qu'ils avancent très très vite, SpaceX, même des fois peut-être un peu trop vite sur certains aspects, mais ils ont montré notamment des images où ils montrent leur hangar de production où on voit littéralement genre 4 boosters l'un à côté de l'autre qui sont en train d'être finis. Donc oui, littéralement, ils ont des hardware pour faire je ne sais combien de vols de test. C'est abusé. Bref, dans tous les cas, la petite update ici est assez intéressante. Alors ça, c'est NASA Spaceflight. Je vous recommande beaucoup leur site, mais aussi surtout leur chaîne YouTube. Ils parlent un petit peu de tout ce qui est SpaceX, mais aussi lancement spatial et tout, que ce soit n'importe quel pays. Donc le programme spatial chinois, européen, japonais. Ils parlent, quand il y a des news, ils en parlent et c'est très intéressant. Donc là, ils montrent notamment le fait que SpaceX continue sur la construction de Starbase. Donc jusqu'à maintenant, enfin jusqu'à quelques mois, ils fabriquaient littéralement tous les prototypes Starship dans des tentes, c'est pour dire. Maintenant, ils ont des vrais bâtiments. Notamment là, ce sera un bâtiment administratif. Vous avez aussi un nouveau site de test qui est très proche de Starbase, donc qui est très proche du nouveau site de lancement qu'ils ont au Texas. Il est juste un petit peu plus loin le long de la route. Et c'était d'ailleurs un ancien
Comment on dit en français? C'était un ancien champ de tir. Donc, juste, c'était des gens qui allaient là-bas avec leur gun et puis c'était en mode bam, bam, bam. Et c'est pour ça que c'est assez isolé. Comme ça, il n'y a aucun risque. Et fun fact d'ailleurs, de l'autre côté de la rivière là, c'est juste le Mexique en vrai. Donc, voilà. Ma foi, ils tiraient vers le Mexique. Peut-être pour éviter que les gens passent. Bref, dans tous les cas. Enfin bref, dans tous les cas, ils ont présenté aussi une image qui montre déjà des informations sur le Flight 3, un petit peu la propulsion totale, les stats et tout ça qui concernent le véhicule. Ils ont montré que pour le futur de Starship, alors le Flight 4 sera basiquement assez similaire, mais dans le futur, dans un futur proche, on aura Starship 2, qui sera une évolution de Starship qui apportera son lot de nouveautés. Ils montrent notamment ici le ring de hot stage, donc c'est un ring avec des trous qui permet au moteur du second étage de pouvoir vraiment s'allumer même quand c'est encore attaché. Comme ça, ben, les flammes et tout ça peuvent passer quelque part, ce qui est assez important. Donc comme c'est fait avec les fusées notamment russes, mais vous pouvez voir qu'il est assez différent, c'est un peu un truc en dents de scie. Ça ressemble assez bien à ce que font les Russes d'ailleurs, donc enfin peut-être qu'ils ont juste pris exemple. Euh, donc ça, on ne sait pas si c'est vraiment une nouveauté ou si c'est juste pour faire joli sur le rendu 3D. Donc on verra bien. Mais il y a quand même des différences, notamment du coup la taille totale de Starship va augmenter. Le booster va être un petit peu plus grand et le ship aussi va être un peu plus grand. Donc le ship c'est le second étage. Donc vous pouvez voir ils sont un peu plus grands. Ils vont aussi augmenter un petit peu les performances. Certainement c'est dû au fait qu'ils pourraient utiliser des nouvelles versions des moteurs aussi. Mais ça, on verra bien. Et puis après, le futur, ce sera Starship 3. Et là, c'est abusé. Ils vont largement augmenter la taille du ship, qui va passer de actuellement 50,3 mètres à 52,1 sur la version 2 à 69,8 sur la version 3. Nice. Et le booster aussi va augmenter jusqu'à 80,2. Et du coup, le stack total, donc l'entièreté de la fusée, fera 150 mètres de haut. La moitié de la tour Eiffel de haut pour une fusée, c'est juste énorme. C'est énorme. Beaucoup de fusées que vous voyez lancer, même européennes et tout ça, font souvent genre 70, 80 mètres, bien souvent. Et c'est déjà assez grand. Là, on parle d'une fusée de 150 mètres avec un diamètre de 9 mètres. C'est vraiment énorme. Le volume interne du ship sur la version actuelle, pas la prochaine version, est déjà comparable à un A380. Le volume interne d'un A380. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc là, avec cette version-là, on va dépasser largement le volume interne d'un A380. Donc, ouais, c'est juste abusé. Et évidemment, augmenter la taille. Pourquoi ils augmentent la taille? Déjà, ils vont mettre plus de moteurs. Bon, l'augmentation de la hauteur ne fait pas qu'ils peuvent mettre plus de moteurs en vrai, mais ils augmentent surtout la hauteur pour mettre plus de carburant, plus du coup de méthane et d'oxygène pour alimenter ces nouveaux moteurs en plus pour tout simplement pousser plus de masse en orbite. Et là, ils pourraient arriver, selon eux, à plus de 200 tonnes en basse orbite, ce qui est énorme. 200 tonnes en basse orbite, ça vous permet de lancer, sans déconner, ça vous permet de lancer l'entièreté de la station internationale en un seul lancement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. La station internationale, il a fallu une dizaine d'années pour la construire. Ils ont fait plein de lancements. Les Russes ont lancé des trucs et tout ça. Ici, vous pourriez le faire en un lancement. Bon, en réalité, vous allez être certainement limité par le volume interne de Starship quand même. Parce que même si vous pouvez mettre 200 tonnes, ça prend de la taille, ça prend de la place. Mais bon, si tout était compacté, peut-être des modules aussi qui se gonflent et tout ça, il y aurait moyen de faire. Vous pourriez lancer un Starship et lancer juste une station spatiale en un seul vol, ce qui est abusé. Donc, ouais, bref, dans tous les cas, il y a des choses incroyablement prometteurs de prévues. Ils avaient du coup, Elon Musk aussi avait parlé, comme j'avais dit, du 3e vol de test. Et du coup, pour ceux qui se demandent qu'est-ce qui est arrivé, alors le booster, il a bien atteint la surface de l'océan, mais il s'est écrasé un peu violemment dedans. Donc ça, il a techniquement atteint son objectif, on va dire. Et le ship, du coup, lui, par contre, il avait vraiment un problème de rotation qui n'était pas normal. Et c'est ce qui lui a fait certainement... ce qui a fait que la réentrée ne s'est pas bien passée au bout d'un moment. Il était à peine dans le début de sa réentrée, il faut le savoir. La réentrée doit durer assez longtemps. Et là, juste, oui, ça s'est mal passé. Donc, on verra bien pour le vol
de test 4, pour ceux qui se demandent qu'est-ce qui est prévu pour le 4e vol de test. La même chose. Il n'y a pas vraiment de nouveauté ici. Ils veulent vraiment essayer de faire surtout passer le ship à travers l'atmosphère et qu'il puisse aller s'écraser dans l'océan après. Oui, ils ne veulent pas le récupérer, mais ils veulent au moins prouver qu'il peut survivre la réentrée dans l'atmosphère. Donc ça, on verra bien dans le 4e vol de test, s'ils arrivent à atteindre cet objectif. Et le 5e vol de test, pour ceux qui se demandent, ils pourraient, pour le 5e vol de test déjà, commencer à essayer de récupérer le booster. Ça, c'est abusé. Pour le 4e vol de test, d'ailleurs, ils vont aussi, encore une fois, essayer de le faire atterrir délicatement dans l'océan. Ils vont essayer de basiquement simuler un atterrissage où ils vont l'attraper. Je dis attraper parce que, contrairement à la Falcon 9 qui atterrit sur une barge ou sur un site d'atterrissage, avec Starship, ce que compte faire SpaceX, c'est tout simplement, et on le voit d'ailleurs en réalité sur l'image ici, la tour de lancement a des bras et ils veulent tout simplement, voilà, on voit les bras un petit peu ici, ils veulent tout simplement faire en sorte que le booster et aussi le ship arrivent devant la tour avec les moteurs encore allumés, ils se mettent en suspension dans les airs et puis les bras font genre mon bébé, et hop, je t'attrape et hop, je te dépose délicatement. Ils veulent l'attraper, ce qui me semble être assez faux, on verra bien s'ils y arriveront. Donc là, pour le 4e vol de test, pour le booster, ce qu'ils vont faire, c'est ils vont le faire aller au-dessus de l'océan et simuler le fait de l'attraper. Vous voyez, ils vont simuler qu'il y a une tour là, en quelque sorte. Ils vont regarder si le booster se met au bon endroit. Il n'y a pas de tour, hein. Donc au lieu de se faire attraper, il va juste tomber à court de carburant, certainement, et tomber dans l'océan. Mais au moins, ils auront simulé le fait de pouvoir le faire. Donc ça devrait être plutôt intéressant. On verra bien s'ils y arriveront. Bref, dans tous les cas, c'est à peu près tout pour Starship et tout ça. Encore une fois, ça aussi, c'est une news que je pourrais parler pendant des heures. Tout comme les trucs, les PC mini-format. Mais on va peut-être éviter. Dans tous les cas, c'est tout pour ce Texamash aussi. Si vous avez bien apprécié, vous pouvez laisser un pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser un pouce rouge. N'hésitez pas à aller découvrir le sponsor de cette vidéo, qui est Green. Et aussi, si vous voulez acheter un jeu vidéo, vous pouvez aller sur Games Planet. Merci à tous et on se retrouvera pour une prochaine. Ciao, ciao!